Putain, c'est tellement dommage. Hello there. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut à toutes et à tous, c'est Mehdi, j'espère que vous avez la forme. Comme annoncé sur les réseaux sociaux ce week-end, cette semaine va être très chargée. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, ça s'affiche actuellement sur votre écran. N'hésitez pas à me follow. Et aujourd'hui, on va donc parler de Ghostbusters, l'héritage. Ghostbusters, l'héritage ou Afterlife est le nouveau film de la franchise à succès et c'est réalisé par Jason Reitman, qui n'est autre que le fils de Ivan Reitman, le papa des deux premiers. Alors avant de parler du film en lui-même, je vais vous parler un peu de mon rapport avec Ghostbusters. Alors, c'est des films que j'ai vus très tard. Et sans vous mentir, et avec pure honnêteté, le premier je l'ai vu il y a quelques mois, et le 2, je l'ai vu dimanche, voilà, dimanche dernier. Et non, je n'ai jamais osé regarder le reboot féminin parce que, à quoi bon? Donc pour la faire bref, j'aime beaucoup cette licence, j'ai beaucoup aimé les deux films, j'ai une petite préférence pour le deuxième, même si je pense que malheureusement, je l'ai découvert un petit peu tard. Voilà. Donc comme je l'ai dit, j'ai adoré le premier, avec du recul, je pense que je préfère le deuxième. Et maintenant, qu'en est-il de ce troisième véritable volet? C'est réalisé, comme je l'ai dit, par Jason Reitman, et au casting, on va y retrouver principalement McKenna Grace, Finn Wolfhard, qu'on avait déjà aperçu dans Stranger Things, et aussi qu'on avait vu dans la première partie de ça. On a aussi Logan Kim, Céleste O'Connor, Carrie Coon, et Paul Rudd. Ouais, Ant-Man. Alors, Ghostbusters 3, de quoi ça parle? Pour éviter de spoiler, je vais utiliser le synopsis d'Allociné du coup. Alors, une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Waouh, ça c'est simple et efficace. Non, mais en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, la question que tout le monde doit se poser, c'est est-ce que j'ai aimé ce film? Ouais. Ça va. Disons qu'en fait, j'ai beaucoup aimé la première partie du film, mais la deuxième, elle m'a elle m'a carrément saoulé. Ah oui, et il y aura une partie sans spoil et avec spoil, du coup, je sais pas si je l'ai dit. Et d'ailleurs, partie sans spoiler, c'est parti. Et tu fais quoi ici à Summerville? On n'a plus d'argent. Mon grand-père nous a laissé une vieille ferme flippante en pleine cambrousse. Déjà, gros point positif qui marque d'entrée, et là je vous avoue que je vais parler uniquement de la première partie du film, en pointant du doigt un peu quelques détails qui englobent toute l'œuvre, mais dans la majeure partie du film, je trouve que l'ambiance est vraiment ultra soignée. C'est super bien travaillé de ce côté-là. Il y a vraiment un très gros effort là-dessus, je trouve. Par exemple, je trouve que la scène d'ouverture, elle nous plonge vraiment directement dans l'action, avec une scène, ma foi, plutôt mouvementée. On retrouve par la suite, entre guillemets, l'âme des deux premiers films, en gardant un petit esprit kitsch, un petit esprit années 80, et on y ajoute, bien évidemment, une vibe Stranger Things ou même Super 8. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant parce que le film se passe en 2021. Bref, oui, on voit complètement que Jason Reitman maîtrise son sujet, il connaît l'univers et je vais pas faire mon hypocrite, ça se voit carrément qu'il s'y connaît. Ça va d'abord passer par des références assez subtiles et il va même après de son côté tenter d'innover un petit peu en y incorporant un peu de sa patte personnelle, en rendant le tout bien évidemment bien plus épique, bien plus blockbuster, bien plus divertissement. Et vous l'aurez compris, en soi, le spectacle est au rendez-vous, ça pète de partout. Il y a de vrais visuels très cool, la réalisation reste globalement très propre, un peu classique, on va pas se mentir, mais ça reste ultra efficace. Moi ce que j'ai adoré par exemple c'est de retrouver le jeu avec l'invisible, qui va rendre vraiment les scènes assez mystérieuses, même s'il abuse, et ça c'est un point négatif, un peu trop des jumpscares. Genre stop quoi, faut arrêter ça en 2021. Parce que oui, ça peut se montrer efficace, mais trop c'est trop quoi. Il y en a une surutilisation. C'est simple, vous allez les cramer directement, c'est quand il y a un petit moment de silence, après il y a un plan sur le personnage silencieux aussi, ça repasse sur un décor vide et d'un coup, pouf, ça sort de nulle part. Et ça, il y en a trop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, les personnages. Phoebe, qui est la petite fille et qui est le personnage principal, eh ben je l'ai adorée. Elle est ultra attachante. Même si ce personnage un peu nerd et un peu solitaire a été vu et revu, elle reste vraiment ultra cool à suivre. Trevor, qui est le personnage interprété par Finn Wolfhard, il est là. Voilà. Podcast, j'ai adoré. Beaucoup trop mignon.
Du moins, c'est celui qui m'a fait le plus rire. Le personnage joué par Celeste O'Connor, qui est... J'ai oublié le nom... Bah vous savez quoi, Internet est mon ami. Lucky. Elle sert à rien. Voilà. Tout comme Gary, hein, le personnage de Paul Rudd, ou même la maman jouée par Carrie Coon. Inutile. Je trouve qu'ils sont ultra oubliables. Bref, comme je l'ai dit, de toute façon, l'action va se concentrer sur le personnage de Phoebe, et c'est super cool, on découvre le mystère avec elle, et le fait de tout découvrir avec elle, bah c'est super cool. Et en plus, le film, je le trouve super bien rythmé, super bien monté par rapport à ça. On va faire un point sur les musiques, elles font le job, en soi, bien qu'à mon goût, elles soient un poil trop présentes. D'ailleurs, si vous voulez entendre ce que ça donne ça. Après, au niveau colorimétrie, au niveau étalonnage, c'est du classique, c'est soit bleu, soit jaune. Après, le bestiaire des fantômes, j'ai trouvé que c'était plutôt cool et qu'il y avait une vraie... Non, je déconne. Ça, à ce niveau-là, c'était vraiment pas bon pour moi. Et le problème que j'ai avec le film, il va commencer à partir de là. Je vais vous donner un exemple un peu bizarre. Je vois Ghostbusters Afterlife comme un chocolat à la liqueur. L'emballage est cool, soigné. Le premier goût est sympa, mais l'intérieur est infect. Et j'ai eu l'atroce sensation d'avoir été pris pour un con. Je sais pas si je suis clair. Je m'explique. En gros, une fois passé la première heure, à peu près, le film va tomber dans le fanservice ultime et la redondance. Et ça m'a énervé, mais d'une force. Et c'est pas du petit fanservice joli qui fait plaisir. Non, non, non. Je fais CTRL-C, CTRL-V du premier en modifiant 2-3 trucs pour que ça passe mieux et pour faire genre j'ai travaillé. Et pouf, on a un film. Bordel, ça me rappelle Star Wars 7, mais en moins pire. Ça va. Il est là le souci que j'ai avec le film, c'est que dans sa deuxième partie, et il y aura plus de détails en partie spoiler, je ne sais pas, ils veulent absolument jouer la carte de la sûreté, en pondant exactement la même chose qui a déjà été proposée dans le premier et dans le deuxième, et surtout dans le premier. Ouais, c'est vrai que ce qui s'est passé dans le 2, ça a été un peu oublié finalement. Pourquoi ? Pourquoi ils ont fait ça? Ça marchait super bien dans la première partie. Pourquoi encore réutiliser des trucs qui ont déjà marché? Pourquoi réutiliser encore des fantômes et des arcs scénaristiques déjà utilisés? Je vous jure, je ne comprends pas. Oh, je ne comprends pas. Et le pire, c'est que pour moi, ça va desservir la narration. Je comprends qu'on puisse aimer ce côté-là. Mais enfin, personnellement, ça m'a complètement sorti de l'histoire en fait. J'avais l'impression de revoir exactement la même chose, mais avec des gosses. Donc voilà, je trouve que le récit, à cause du fanservice, il perd en intérêt. Et il devient beaucoup moins intéressant pour moi. Et c'est dommage parce que il y avait de l'idée. Je vais m'arrêter là pour la partie non spoiler. Et comme vous avez pu le constater, j'ai pas adoré ce Ghostbusters de l'héritage, même si en soi, j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Ça reste un blockbuster très efficace, avec de très belles images et très bien rythmé, mais je n'ai pas du tout aimé le virage fanservice que le film a utilisé, qui était trop indigeste à mon goût. En tout cas, pour celles et ceux qui nous quittent, le petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est la récompense. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film si vous vous arrêtez là, ou même si vous comptiez aller le voir, ou même ce que vous pensez de Ghostbusters en général, parce que oui, je suis aussi là pour échanger avec vous. Bref, voilà, c'est tout. Pour les autres, on spoil. On était toujours à 2 doigts de se faire couper le courant. Il nous a rien laissé du tout. Je ne dirais pas rien du tout. Non, non, non. Stop avec ce genre de fanservice. Avec ce que proposait la première heure, avec la mort d'Egon, avec les couilles qu'ils ont eu au départ, je comprends pas pourquoi ils ont décidé de tout repomper du premier après. Pourquoi remettre les marshmallows, mais cette fois-ci en miniature? Et encore ça va. Mais surtout, pourquoi avoir repris exactement le même antagoniste que le premier? Genre, Gozer? Enfin, ça fait recyclage un peu, non? C'est pas du bon fanservice, là. Je le répète, je trouve ça copier-coller. Et je trouve ça naze d'avoir fait ça. Ils avaient tout un monde de divinités sous la main, ils auraient pu créer quelque chose propre à leur film, mais non. Faut que ce soit... La poster est tombée, ça m'a surpris. Mais non, il faut absolument jouer la carte de la sûreté, il faut absolument que ça soit comme dans le premier. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, le 2 a carrément été snobé au passage. Bordel, mais qu'est-ce que ça m'a... Arrête-toi. Bordel, mais qu'est-ce que ça m'a fait rager. Et puis même, ce qui m'a encore plus saoulé, c'est que tout se résout par le fanservice. Ok, même si le caméo à la fin où on retrouve tous les personnages fait son petit effet, ça reste néanmoins pas du tout intéressant pour moi, parce que ça ne sert pas le récit. C'est juste là pour faire plaisir aux fans de la première heure. Et oui, honnêtement, j'ai trouvé le final qui mettait en valeur Egon Spengler en rendant un hommage à l'acteur ultra poignant, ultra émouvant. C'est vrai, à 2 doigts de lâcher ma petite larme quand même. Mais objectivement, en creusant un petit peu, on va pas se mentir, oui, ça fait plaisir,
oui, ça fait son petit effet, mais honnêtement, les autres, qu'ils étaient là ou non, ça n'aurait rien changé. Vu que de toute façon, tout est résolu par les gamins et leur mère. Enfin bref, j'ai pas trop compris à ce niveau-là pourquoi ils ont choisi de prendre cette direction. Enfin si, je comprends, la carte de la sûreté quoi. Et je trouve ça dommage. Ça aurait pu être tellement mieux quoi. Je vous jure, à la fin de la séance, j'avais vraiment l'impression d'avoir été pris pour un con. Mais bon, j'imagine que c'est déjà mieux que le Ghostbuster qui nous ont sorti en 2016. D'ailleurs, juste une anecdote, il y a que moi qui ai pensé à Harry Potter. Non, parce que vraiment, la fin, quand il y a justement Gozer et Phoebe qui s'affrontent, genre avec le tir du blaster et le pouvoir, entre guillemets, magique de Gozer, le fait que... Enfin, les plans m'ont beaucoup fait penser à Harry Potter. Genre, vraiment. Pas vous ? Voilà, c'en est tout de cette petite critique sur Ghostbusters Afterlife, j'espère bien évidemment qu'elle vous a plu. Et rebelote, hein, le petit pouce bleu si ça vous a plu, l'abonnement avec la petite cloche de notification si vous êtes nouveau. Vous pouvez me retrouver sur absolument tous les réseaux qui s'affichent actuellement sur votre écran. Nous, on se retrouve demain pour parler de Madres Paralelas, qui est le nouveau film d'Almodovar. Du coup, à demain pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.